Salut Henri Nicolas, tu vas bien? Oui, très bien. Merci de venir enregistrer ce podcast dans une journée qui est chargée de ton côté, du mien aussi, de trouver le temps. Euh, on participe à un événement que tu organises dans quelques jours, Tech for Longevity. Et l'objectif que j'avais avec ce contenu, c'est d'expliquer un peu comment nous, on s'est retrouvés là-dedans, mais surtout pourquoi toi, tu t'es retrouvé là-dedans. Euh, Ce que tu fais avec Maison Épigénétique, euh, qui est un lieu assez incroyable sur lequel on est venu, nous, organiser deux, trois événements qui n'avaient pas forcément grand-chose à voir avec le thème de la longévité. Je crois qu'on en a fait un sur l'infra, l'intelligence artificielle, et le premier Sur la longévité. sur la longévité. Donc on en a quand même fait un sur la longévité, tu as raison. Euh, Est-ce que tu veux bien, pour commencer d'entrée, te présenter et nous expliquer pourquoi la longévité est le thème qui te passionne et dans lequel tu entreprends? Euh, merci de me recevoir. La longévité, c'est le futur. Et comme j'ai l'intention d'y vivre, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. On est à l'aube d'un bouleversement fondamental qui nous verra vivre plus longtemps en bonne santé. Et c'est indispensable parce que ça a des implications personnelles, sociales et économiques. On se voit très bien qu'on est dans un mode euh, où la santé, qui est gérée de manière réactive, ne peut pas supporter le coût économique qui est associé. Donc l'enjeu pour nous, c'est de contribuer à changer ce système et à faire en sorte qu'on puisse rester le plus longtemps possible en bonne santé. Et tu parles d'un bouleversement. Pourquoi il y a un bouleversement maintenant et pourquoi ce thème devient central aujourd'hui? Parce que depuis une dizaine d'années, la technologie a envahi le monde de la santé et du médical. Ce n'était pas tellement le cas avant. Ça reposait beaucoup sur du médical, de la science. Mais j'ai assisté à ce phénomène quand j'habitais en Californie, où j'ai vu beaucoup de copains, de confrères, qui sont passés en gros des GAFAM. Ils travaillaient chez Facebook, Netflix, LinkedIn, etc. Et ils sont partis créer des biotech pour utiliser leur expertise technologique sur des données de séquençage, sur des nouveaux systèmes de diagnostic. Ça, c'était en quelle année? Ça a commencé il y a une dizaine d'années, donc c'était il y a 8 ans, il y a 7 ans. Et ça explique pourquoi aujourd'hui, il y a toute une nouvelle génération de produits, de services, de progrès, et c'est exponentiel. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est un enjeu aussi parce que comment savoir quels sont les bons produits, les bons services et quels effets ça peut avoir. Mais on voit toute une nouvelle génération d'entreprises, d'entrepreneurs. Certains viennent du monde médical, mais pas la majorité. Il y en a beaucoup qui viennent de la technologie et qui utilisent des sous-jacents de données biomédicales pour nous faire progresser. Et donc, tu as vécu longtemps aux États-Unis ou 5 ans 5 ans? environ. Voilà, Et donc, c'est à ce moment-là que tu as eu un vrai déclencheur sur ce thème-là de la longévité. Tu as un lien personnel, une histoire personnelle. Qu'est-ce qui a fait vraiment que c'est devenu le thème central dans ta vie, tu vois, à l'image de moi où je me lève le matin, comme dirait l'autre, je me rase le matin et je pense à l'entrepreneuriat et à l'investissement dans les startups. Qu'est-ce qui fait que toi, c'est ce thème-là qui est au centre de ta vie aujourd'hui? Alors moi j'ai un parcours à la fois d'entrepreneur et d'entrepreneur dans la technologie en France, en Asie et donc un petit peu aux États-Unis. Et développer des produits technologiques, que ce soit du hard ou du soft, en fait un produit chasse l'autre. Et à un moment donné, euh, j'ai eu une espèce d'épiphanie personnelle en disant et si j'utilisais ma petite expertise et mon expérience pour faire quelque chose d'utile à l'humanité et pas un énième produit ou un énième algorithme qui sera obsolète rapidement. Et j'ai vraiment eu envie de porter ma contribution à une meilleure santé et donc une meilleure longévité pour nous tous. La longévité, est-ce que c'est pas un terme un peu fourre-tout?
Alors moi dans j'aime lequel on bien, peut mettre de l'IA, de la génétique, de la médecine intégrative. Euh, Comment toi tu t'y retrouves là-dedans et comment on peut articuler tout ça pour finalement rester en bonne santé euh, le plus longtemps possible. C'est ça finalement l'enjeu. absolument. Alors tu vois, Arnaud, en anglais on parle de lifespan, longévité, et on parle de health span, c'est la longévité en bonne santé. C'est très interpellant de constater qu'on n'a pas un mot français simple pour dire longévité en bonne santé. Et le sujet, c'est pas la longévité, c'est pas vivre 200 ans, 300 ans, c'est pas de devenir immortel, c'est de vivre sa vie en pleine capacité de ses moyens. Donc c'est le healthy longevity, c'est vraiment la vie la plus longue en bonne santé. Et donc cette vie longue et en bonne santé, pour toi, elle passe par la personnalisation des soins à une médecine un peu plus à la carte que la médecine finalement assez, euh, j'ai pas envie de dire identique, mais où finalement on applique à des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes symptômes, les mêmes maladies, les mêmes médicaments, les mêmes protocoles médicaux. Enfin, c'est ça pour toi la clé? Mais tu as raison. En fait, après la Seconde Guerre mondiale, on a établi en France une médecine de masse qui nous a fait faire des progrès énormes. Et aujourd'hui, on ne peut que se féliciter de la très bonne longévité des Français. Néanmoins, on est arrivé un peu au bout de ce système où, dans tous les pays développés, en moyenne, les gens passent les 20 dernières années de leur vie avec une qualité de vie dégradée par des maladies chroniques qui auraient pu être soit évitées, soit repoussées justement à l'espérance de vie. Et l'enjeu, il est là. C'est comment on fait en sorte d'éviter ça. Et ça passe par de la prévention et de la personnalisation pour aller exactement aux besoins individuels. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de nouvelles technologies qui nous permettent de gérer cette personnalisation là où avant on était obligé de faire de la masse et du standard. C'est pas toujours dans l'intérêt des labos de faire cette personnalisation de la médecine. Eux, ils veulent maximiser leurs profits, avoir le même traitement. Enfin, je caricature, hein, et je suis un peu provocateur. Et donc, comment on va y arriver? Alors, tu n'as pas tort, mais il ne faut pas non plus diaboliser les labos parce qu'ils nous ont permis d'améliorer globalement, en moyenne, la santé. Bon, même si certains nous transforment de patients en clients, quand je fais allusion à ces 20 années, ce n'est pas seulement la France, c'est tous les pays développés peuvent constater ces 20 années de fin de vie avec des problèmes de santé plus ou moins aigus. Où on comprend bien que ça sert les intérêts de certains groupes. Et donc, à nous d'être plus intelligents et d'avoir des entrepreneurs qui développent des solutions qui sont plus personnalisées. En fait, je ne veux pas accabler les labos. Ce que je dis juste, c'est qu'à mon avis, dans les labos, il y a par moments, à mon avis même en interne, hein, des contradictions où tu dois avoir des équipes de chercheurs, d'innovation, ou même ils font peut-être des acquisitions qui tendent vers cette médecine personnalisée. Et puis derrière, tu as le marketing, le sales et le PNL et les finances qui vont pas forcément pousser les directions la stratégie de l'entreprise dans cette direction-là. Alors que c'est ce qui fait sens, selon toi. Tu as raison. C'est pour ça que fondamentalement, donner le pouvoir à nos contemporains de mieux comprendre leur santé et d'avoir une boîte à outils qui leur permet de réagir, c'est très important. Parce que, alors il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, mais ça permet de mieux comprendre quelles sont les métriques que moi je dois suivre, que toi tu dois suivre, et qu'est-ce qui te fait être au top de ta performance ou rester en bonne santé. Dans l'événement sur lequel tu nous as gentiment conviés à modérer une belle table ronde, j'ai vu dans le programme que il était abordé le thème de la santé mentale. Il y a 10-15 ans, dans le venture capital et dans l'entrepreneuriat, ce n'était pas du tout un thème abordé, mis en avant. Et moi, je vois depuis 2-3 ans que ça devient vraiment un sujet pour les fonds d'investissement, de faire attention à la santé mentale de fondateurs.
ils commencent à mettre en place des programmes pour qu'ils fassent du sport, pour qu'ils trouvent un meilleur équilibre là-dedans. Euh, ce, ce sujet-là, euh, pourquoi tu l'as intégré dans ce programme? C'est quoi les, les, les grands enjeux pour toi là-dessus? Alors peut-être les années passées en Asie m'ont influencé. Tu sais, il y a cette histoire que les médecins chinois étaient payés tant que leurs patients étaient en bonne santé et quand ils étaient malades, ça veut dire qu'ils n'avaient pas fait bien leur boulot et donc ils n'étaient plus payés. Donc ils avaient un vested interest à garder leurs patients en bonne santé. And guess what? Ils s'occupaient de nutrition, de mouvement, d'état d'esprit et en fait ils ont travaillé sur une approche qui est holistique. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est générationnel, où tu t'aperçois que les jeunes générations ont cette conscience aiguë de la puissance du mental sur leur santé, sur leur performance, sur leur équilibre de vie. Et donc quand tu mixes les deux et que tu veux faire de la prévention santé, mais suivant ton âge, tu vas appeler ça performance. Euh, Quand tu as plus de 50 ans, tu vas dire oui, ok, je m'intéresse à la longévité. C'est peut-être des mots différents sur des concepts qui sont relativement similaires. On s'aperçoit que le sujet n'est pas en silo. Ce n'est pas une question cardiovasculaire, ce n'est pas une question purement cognitive, c'est l'ensemble qui joue et tu ne peux pas extraire le mental de cet ensemble. Très clair. En tout cas, à titre personnel, c'est vrai que je le comprends de plus en plus. Donc je suis encore loin de l'expertise que tu peux avoir, mais si je regarde sur les 4-5 dernières années, j'ai mis en place de la sophro, le sport a été intégré dans mon agenda professionnel, ce qui n'était pas le cas avant, et je m'aperçois que quand je trouve cet équilibre entre mon bien-être mental et ma condition, bien dormir, etc., c'est ce qui me permet le plus souvent de me rapprocher d'un état de flow, de créativité. Et, et- et- et souvent, les très bons moves business ont été pris dans des périodes aussi de congé, de repos. Moi, j'explique à beaucoup de gens ça, de dire que le repos fait partie de l'entraînement du sportif et qu'il faut arriver à s'écouter. Euh, Vous allez recevoir entre 500 et 1000 personnes sur cet événement. Alors je vérifiais juste avant l'émission, on est à un peu plus de 1200 inscrits, Génial, donc 1200 inscrits. 40 speakers. C'est la première fois qu'il y a un gros événement comme ça en France sur le thème. C'est le premier gros événement dans la longévité et on a vraiment le plaisir d'accueillir des profils qui sont très variés et qui reflètent ce marché. C'est-à-dire on a des scientifiques de haut niveau, on a des entrepreneurs, des analystes, des journalistes, euh, des médecins bien sûr, des spécialistes de la santé. Et là où je trouve ça intéressant, c'est que la longévité, la prévention santé n'est plus le domaine exclusif du monde médical. C'est bien plus large que ça, pour les raisons que tu as évoquées avant, mais aussi parce que ça demande une multidisciplinarité et donc de regrouper des forces. Et ce qu'on a voulu faire avec cet événement Tech for Longevity, c'est de rassembler l'écosystème qui est à la croisée des chemins entre la technologie et la longévité pour que ça serve d'accélérateur en termes de networking, en termes de combinaison d'interventions ou de technologies ayant un impact sur la longévité et la performance. C'est vrai, tu as raison, les investisseurs s'intéressent de plus en plus à ces sujets-là. En tout cas, moi, je suis ravi de participer à cette table ronde avec Euraseo et Iris de mémoire. C'est quoi les grandes tendances et les opportunités qu'il y a aujourd'hui dans la longévité selon toi? Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les biotech, dans les senolytics, dans tout ce qui est lié, par exemple, aux stem cells, et donc des choses un peu avec des noms un peu barbares. Tu peux l'expliquer pour des gens non experts et... En gros, ça va être tous les produits qui favorisent la santé et la santé dans la durée. Au-delà de ça, il faut les lieux
où tu bénéficies du conseil personnalisé dont tu as besoin, où tu peux faire des interventions. Donc ça va être tout ce qui est centre de longévité, clinique de longévité. Comme la maison épigénétique que tu as montée. Voilà, comme la Aujourd'hui maison en épigénétique. France, il y a quoi des bâtiments comme tu as créé, il y en a quoi 3, 5, 10, 50, je sais pas. Alors, pas encore beaucoup, mais je souhaite qu'il y en ait de plus en plus. Parce que, Aux États-Unis, c'est beaucoup plus développé. alors, c'est plus développé, plus segmenté. Même les gyms premium se mettent à faire de la longévité. Il y a des centres qui sont plutôt des centres de retraite. Et puis, il y a des centres urbains comme la maison épigénétique qui s'installent dans toutes les grandes villes, qui multiplient les réseaux pour avoir une offre qui est au-delà du sport, au-delà du mental, au-delà de la nutrition, mais qui regroupe en fait tout ce qui permet d'être au top de sa forme. Nous, chez OVNI, on n'investit pas dans des biotech, mais on fait des dossiers dans la santé. On a investi dans une société qui s'appelle Resolve Stroke, qui, si je le schématise, se sert de l'intelligence artificielle et d'une technologie historique qui est celle des ultrasons pour amener une nouvelle façon de créer de l'imagerie et aider les médecins, le corps médical, dans les diagnostics liés à l'AVC. Et donc, ce qu'ils sont arrivés à démontrer sur des animaux dans un premier temps, c'est que, et ils sont dans une phase où aujourd'hui ils le démontrent sur des humains, c'est qu'en se servant de leur scanner ultrason, ils arrivent à avoir une qualité d'image qui est équivalente à un IRM pour un produit qui coûte 5 à 10 fois moins cher qu'un IRM, qui est beaucoup plus mobile, qu'on peut mettre demain dans une ambulance au chevet du patient. Quelles sont les avancées qui, toi, à titre personnel, te fascinent le plus ? En tout cas, je sais que moi, quand Augustin et Thomas m'ont amené ce dossier, j'ai adoré. J'ai appelé, je pense, une quinzaine de personnes pour me renseigner. L'ancien président de la Haute Autorité de Santé, des gens qui ont bossé dans les labos. Et je me suis penché sur ce sujet-là de l'imagerie médicale et de toutes les révolutions qui allaient y avoir dans ce secteur. Toi, c'est quoi les 2-3 sujets qui te fascinent Alors, je partage cette fascination sur, disons, le cardiovasculaire, qui est un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Je parlais des 4 grandes catégories de maladies chroniques. J'y suis particulièrement sensible parce que... Ça, alors, moi, je sais bien ce que c'est, parce qu'en plus, j'ai écouté des contenus là-dessus, je me suis renseigné, mais je pense que les gens qui nous écoutent ne l'ont pas en tête. En fait, ce que ça dit, et tu me complètes, tu me corriges, c'est que finalement, il y a 4 grandes maladies qui causent la plupart des décès. Et en gros, ce qu'il faudrait arriver, et c'est un des enjeux de la longévité, c'est à savoir finalement, moi, Arnaud Laurent, de quelle typologie finalement de maladie j'ai le plus de chances d'être affecté, atteint en devenant plus âgé, pour limiter nos chances que cela arrive. C'est ça? Est-ce que je l'explique bien? Oui, non, tout à fait. Donc, pour les nommer, on parle de cancer, de maladies métaboliques. Donc ça, c'est le numéro 1. Diabète, donc cancer, neurodégénératif, et puis cardiovasculaire. Et on meurt de ça. Okay. On ne meurt pas d'épidémie, on meurt de ces 4 maladies. Alors, ce sont des groupes, et il y a beaucoup de sous-parties, mais on meurt de ça aujourd'hui. Et pour l'essentiel, on peut l'éviter ou le reculer. Et ça dépend bien sûr de nos prédispositions génétiques, mais ça dépend essentiellement de notre style de vie, ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire qu'il y a au-dessus de la génétique. Et cette épigénétique, 5 piliers. La nutrition, tu deviens ce que tu manges, il faut bien manger, etc. L'exercice ou le mouvement. Je te parle pas de ce que j'ai mangé ces 48 dernières heures. L'état d'esprit, on parlait du mental, être positif, négatif, le verre à moitié plein, à moitié vide, etc. Le social, ce qu'on fait maintenant. Je suis pas quelqu'un d'anxieux du tout. Bon. Pas du tout. Je ne suis pas Qui stressé. Va te croire. Je ne suis pas stressé. Je ne suis pas un garçon stressé et je mange très bien. Et puis le cinquième élément, c'est l'exposition à la pollution, au stress extérieur, etc. En gérant ces piliers au mieux, et chacun on a des capacités sur certains, et on est un peu moins bon sur d'autres. Quand on comprend, quand on commence à mapper ça,
eh bien, on est dans un chemin pour améliorer son équilibre et sa santé, être en homéostasie. Et donc, en fait, génétique, épigénétique, lifestyle, résultat de labo. Ça, c'est le triptyque qui te permet de comprendre où tu en es. Et donc, quand tu fais des interventions, que tu as des activités qui sont propices à ta santé, eh bien, tu peux remesurer derrière, voir ce qui est bon pour toi. Je vois que tu es équipé d'une montre de sport, et bien ça te remonte certainement ton HRV ou d'autres informations, Ouais, j'ai quelques ton infos sommeil, intéressantes. l'activité que tu fais, etc. Et donc tu es déjà dans un mode où tu regardes quand et comment tu es le plus efficace, le plus reposé, etc. Qu'est-ce que ça me donne? Par exemple, je regardais mon journal. Mardi, j'ai couru 16 km 85 avec 400 de dénivelé, une fréquence cardiaque de 160. Je dois récupérer pendant 87 heures. Donc j'ai encore 24 heures avant de devoir courir. J'ai quoi? J'ai EPOC, ça correspond à quoi? Tu vois, en fait, on a des montres, mais on ne sait pas vraiment s'en servir. Est-ce que c'est ça aussi un des enjeux? C'est que D'avoir des finalement, explications surtout. j'ai une Voilà. montre, mais à part ma moyenne et mon dénivelé, moi, je ne regarde pas grand-chose. Alors, je sais que Mathieu Stéphanie, qui est juste derrière, lui, s'en sert bien. Mhm. Pour toi, il y a un enjeu là-dessus aussi, c'est-à-dire Complètement. de faire de la pédagogie, c'est-à-dire qu'il y a peut-être... Combien il y a de pourcentage de la population qui a des montres connectées ou des montres sport comme ça? Il y a un gros équipement ou pas? Ah Tu non, sais je pense pas? que c'est moins de 10% de Moins la de population. 10%. Ouais. Alors, Et ceci finalement, dit, peut-être que même dans ces 10%, il n'y a que 5% ou 10% des gens qui l'utilisent de façon adéquate. C'est ce que tu dis. oui, mais ça va s'améliorer. Ça n'a pas cessé de s'améliorer. Donc nous, notre ambition à la maison épigénétique, c'est de effectivement fournir cette boîte à outils à nos clients pour qu'ils puissent gérer au mieux les métriques qui leur conviennent. Et c'est différent pour chacun. Pour tous les gens qui nous écoutent, on va leur dire deux choses. La première, c'est venez, il reste encore quelques places pour l'événement Tech for Longevity. Et s'ils n'ont pas l'occasion de venir, qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil pratique? Ils terminent ce podcast. Quelle action concrète? Est-ce que c'est acheter une montre connectée? Est-ce que c'est commencer à regarder des indicateurs pour prendre soin de leur santé? Déjà, il faut faire un bilan. Comment tu... Pour moi, le truc le plus pratique, c'est la réalisation de à qui appartient ta santé. Est-ce qu'elle appartient à l'État? Est-ce qu'elle appartient à ta maman? Est-ce qu'elle t'appartient à toi? Il n'y a que toi qui peux gérer ta santé. Et si déjà tu as ce déclic, tu vas trouver les outils qui t'aideront dans ce voyage. C'est pas quelque chose qui est binaire, c'est pas 0 Donc la réponse vient de l'intérieur et tu dis qu'en fait, la plupart des gens cherchent les réponses à l'extérieur, alors que donc la première prise de conscience, c'est je suis responsable et c'est à moi de me prendre en charge. Et c'est ni à l'État, ni à nos parents. Malheureusement, tous les jours, on a des discussions avec des prospects qui nous disent oui, je sais, mais bon, s'il m'arrive quelque chose, la sécurité sociale y pourvoira. Ça, c'est le passé. Le futur, c'est non, je sais quelles sont les bonnes métriques et il y a cette notion américaine du Empowered Health Span. Je suis responsable de ma santé et je comprends de plus en plus comment ça fonctionne et comment je peux performer. Ça, c'est la clé. Après, les outils, il y en a plein, ça va changer. On peut aller faire des... C'est quoi tes 3 outils préférés pour terminer là-dessus? Alors, moi, je suis très addict de mon wearable. J'ai une Oura Ring en l'occurrence. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Combien ça coûte? Ça me donne mon HRV, ça me donne mon sleep, ça me donne mon état. HRV donc mon rythme cardiaque et ça me donne mon état de readiness, c'est-à-dire comment, finalement, dans quel état je suis par rapport à l'activité que j'ai eue, à mon niveau de stress, à comment j'ai... Et donc ça, c'est quoi? C'est quelques centaines d'euros? Oui, quelques centaines Et un d'euros. abonnement? C'est comme ça le business model? Alors, j'ai la chance d'être early adopter, ok. Et donc, j'ai pas d'abonnement. Mais oui, je sais qu'il y a des formules avec un petit abonnement. C'est une parmi d'autres. Hein,
On a des Français qui s'appellent Circular qui font un truc vachement bien. Donc ça c'est un outil. Ensuite, il y a le check, c'est-à-dire que il faut faire des prises de sang régulièrement. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est pas une prise de sang, c'est une VO2 max. Je sais pas si tu fais ça. Ta capacité d'oxygénation, absolument essentielle. C'est le plus gros marqueur sur la longévité. Elle décroît avec le temps. C'est très important de prendre un marqueur de départ quand on peut le faire, et puis de l'entretenir. La bonne nouvelle, c'est que tu peux l'améliorer, et ça te donne une indication sur ton fonctionnement qui est important. Et là aussi, ça touche ton mental, parce que ça touche l'oxygénation de ton cerveau, et donc ton état d'esprit, et la manière dont tu es capable de gérer le stress. Génial. Écoute, merci pour tous ces conseils pratiques. Et tu sais, dans ce podcast, on reçoit les souscripteurs de notre fonds. Donc souvent, on prend quelques minutes pour les remercier, que c'est grâce à eux qu'on finance ces boîtes. On reçoit les entrepreneurs qu'on finance. Idem, on est dans une logique où on est content d'être dans leur aventure. Et puis, on a quelques épisodes hors série, un peu comme ça, qui sont reliés à des événements. J'en ai fait un avec Laurent Witt, parce que j'ai eu l'occasion d'être invité à son summit de kite. Et donc, pendant 3-4 jours, j'ai pris soin de moi et j'ai pratiqué un loisir un peu sympa. Je t'avoue que, et c'est une forme de mea culpa aussi de ma part, je t'avoue qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois, quand Augustin m'a dit « Ah, il y a cet événement, je serai à Slush, je ne peux pas y participer, mais tu vas voir, le sujet va te passionner. » Je me suis dit « Ah, il me renvoie une patate chaude, tu vois. » Et en fait, merci beaucoup, parce que ce que j'avais vécu comme une contrainte et comme une patate chaude de la part d'Augustin, qu'on embrasse, est devenu une vraie opportunité pour moi de mieux comprendre ces sujets que je ne maîtrisais pas forcément, de m'y intéresser, et finalement, par conséquence, de faire plus attention à moi, de me dire, mes bonnes résolutions en 2025, voilà ce que je vais faire, etc. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a eu envie de t'inviter sur le podcast, parce qu'on pense que tous les gens qui nous écoutent et qui font partie de la communauté, on a envie qu'ils prennent soin d'eux, et qu'on a la chance d'avoir cette audience. Et voilà, donc merci de faire preuve d'autant de pédagogie. Et on espère que l'événement du 20 novembre, c'est ça ? 20 novembre, à la station F, à partir de 15h jusqu'à 21h. Ce sera un franc succès. Qu'est-ce qu'on te souhaite ? Alors ça va être un franc succès déjà par la qualité des speakers qui se joignent. Encore une fois, la moitié d'étrangers. On a des speakers qui viennent de San Diego, San Francisco, New York, Copenhague, Berlin, etc. Donc c'est une opportunité unique de les rencontrer. C'est très varié comme programmation. Et je ne sais pas si je peux le dire, mais bien sûr, non, tu peux le dire. OVNI a un certain nombre de places. Oui, c'est vrai. Alors, mais tu as raison de le dire. Pour les gens qui nous écoutent, envoyez-moi un mail, arnaud@ovni.capital, et on a quelques invites, et on sera ravis de vous envoyer ça pour que vous soyez avec nous le 20 novembre prochain. Et pour ceux qui veulent goûter aux interventions longévité, au biohacking et aux dernières technologies dans le domaine, la maison épigénétique sera ravie de les accueillir. Génial. Écoute, c'est le premier podcast sur ce sujet, et je pense que ça ne sera pas le dernier, et que dans les prochaines années, on va pas mal parler de ces sujets-là chez OVNI. Merci beaucoup, à bientôt, et puis pour tous ceux qui nous écoutent, continuez à nous faire part de vos commentaires, liker nos posts, nous mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes. On tourne toujours tard le soir, tôt le matin, entre midi et 2, mais on est toujours très content de produire ces contenus, et voilà, tous les commentaires et toutes les marques d'intérêt qu'on reçoit nous poussent à continuer à produire du contenu en parallèle de notre métier de VC qui est déjà bien chargé. Voilà. À bientôt, bonne fin de journée à vous, et merci de continuer à nous écouter.